Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir mon top 7 des ETF qui sont éligibles au PEA. Je rappelle que c'est pour les Français, c'est le plan d'épargne en action. C'est une enveloppe fiscale qui permet d'investir et d'avoir la fiscalité à la sortie. Et si vous sortez après 5 ans, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, sur les dividendes, ni sur les plus-values, en tout cas des sociétés françaises. Pour mon top 7, j'ai choisi des ETF qui sont complémentaires. Vous pouvez avoir les 7 en portefeuille et il y a très peu de choses qui se recoupent, très peu d'entreprises, puisque ici on parle d'investissement en bourse, donc d'entreprise. Je rappelle qu'un ETF, ici, c'est un panier d'actions, un panier de sociétés, d'accord? Ça vous permet directement d'avoir une diversification et faire une stratégie d'ETF, c'est-à-dire d'avoir plusieurs ETF différents. Ça permet encore plus une excellente diversification et donc vous réduisez vraiment le risque sans ronger trop la performance potentielle. Puisque ici, les ETF que je vous ai choisis, je les ai choisis notamment pour la performance, la qualité des sociétés, les perspectives de croissance et bien sûr pour avoir une diversification. Vous savez que sur ma chaîne, je fais beaucoup de stock picking, donc j'analyse des entreprises individuelles, mais en réalité, je ne conseille pas forcément ça pour la personne qui débute totalement, autant qu'elle essaye avec des ETF, surtout si elle n'a pas le temps de s'en occuper ou alors qu'elle n'a pas envie tout simplement. Donc j'en propose 7 différents. Mais à la fin, je vous mets aussi un bonus si jamais, en fait, tout simplement, vous avez envie d'un seul ETF éligible au PEA pour pas se prendre la tête ou alors simplement parce que vous n'avez pas un assez gros capital à investir en bourse. Forcément, la diversification sera bien moins intéressante, mais elle sera là quand même. Je rappelle également que je ne suis pas conseiller financier. Ceci est simplement le fruit de mes recherches et de mon expérience personnelle. Il y a une stratégie qui est bien connue dans le domaine des investissements, ça s'appelle le dollar cost average, c'est-à-dire que vous investissez toujours le même montant chaque mois, par exemple, pour réduire le risque. Si vous avez 10 000 euros à mettre, eh bien vous mettez par exemple 1 000 euros tous les mois pendant 10 mois. Félicitations, vous avez fait le calcul, j'en suis sûr. Alors avec 7 ETF différents, ça va être compliqué, mais bon, vous pouvez faire tous les 2 mois, tous les 3 mois, voilà. C'est pas pressé, le mieux c'est de lisser son entrée. Bon allez, trêve de bavardage, on est tout de suite parti. Le premier c'est le Stoxx 600 Santé. Là on est en Europe, Eurostoxx 600 c'est les 600 plus grandes entreprises européennes. Et là, dans cet ETF, eh bien, on va piocher les meilleures entreprises de santé à l'intérieur de cet indice. Et si vous n'avez pas l'habitude des ETF, je décortique rapidement. Donc là, son nom à lui, c'est Amundi Stoxx 600 Europe Healthcare UCITS ETF HAC. Bon d'accord, ça fait un petit peu bizarre, mais en fait, c'est très facile à comprendre. Déjà, Amundi, c'est l'émetteur de l'ETF, d'accord? Vous investissez chez quelqu'un qui achète physiquement les actions, lui il les achète physiquement et vous ce que vous faites c'est que vous achetez une petite part de chaque action, d'accord? En tout cas pour les ETF normaux, après il y a les trucs swap mais là je vais pas vous embrouiller. Ensuite pour le Stoxx 600 Europe, je vous ai dit c'est tout simplement le nom d'indice des 600 plus grandes entreprises européennes qui s'appelle le Stoxx 600 Europe. Voilà. Bon, c'est un nom un peu barbare, mais voilà, Stoxx Europe 600. Ensuite, Healthcare, et là, c'est tout simplement parce que c'est des entreprises de santé à l'intérieur du Stoxx Europe 600. UCITS, c'est tout simplement une norme européenne, c'est-à-dire qu'il a été régulé par l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, et aussi par les régulations européennes. ETF, c'est un ETF, d'accord? Un produit qui est échangeable en bourse. Et accumulant, ça va être pour les dividendes. Il y a deux possibilités, soit c'est accumulant, soit c'est distribuant. Donc soit la politique de l'ETF, c'est tout simplement de reverser les dividendes dans l'ETF, s'il fait monter le prix de l'ETF, et vous n'êtes pas fiscalisé dessus, soit il est distribuant, et dans ce cas-là, c'est vous qui allez percevoir les dividendes, et vous aurez une fiscalité dessus, bien qu'en PEA, ça ne se ressente pas tout de suite. Et à chaque fois, je vous ai mis l'ISIN, donc l'ISIN, c'est tout simplement son identifiant, vous avez juste à taper ça dans votre courtier en bourse, d'accord, là où vous avez ouvert votre PEA, et ça vous trouve directement le bon ETF. Tous les ETF que je vous mets, ils sont éligibles Fortunéo Banque pour le PEA, d'accord? Si vous voulez ouvrir, j'ai un petit code par un, vous touchez une petite somme à l'ouverture, et moi aussi, c'est de l'affiliation, évidemment. Alors, on voit le Stoxx 600 Santé. Je vous ai mis beaucoup d'ETF Amundi, de toute façon, éligible au PEA, il n'y a pas vraiment le choix. Il y a BNP aussi qui propose une gamme, mais là, pour que ce soit plus facile à comparer, j'ai pris que les Amundi. Et ils ne sont pas tous disponibles chez BNP, alors qu'ils le sont tous chez Amundi. Ce qu'il faut regarder ici, c'est l'encours sous gestion, donc il y a quasiment 1 milliard d'euros. Les frais de gestion, c'est environ 0,30% par an, d'accord? Donc c'est très peu. Au niveau de la composition, on voit que il y a une grosse pondération de Novo, donc c'est une société que j'ai analysée, AstraZeneca, Novartis, Roche, Sanofi, et Silor aussi que je vais bientôt analyser. Donc si vous connaissez un petit peu, tant mieux, sinon c'est pas grave, de toute façon c'est le principe d'un ETF, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, d'accord? Il y a directement une diversification. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est un petit peu la répartition par pays, on voit qu'il y a 32% en Suisse, 24% au Danemark, 20% au Royaume-Uni, 11% en France, etc., etc. Voilà, c'est pas mal diversifié. Et au niveau des performances, on regarde, sur 10 ans, ça fait environ 125%.
Et ça correspond à un rendement annuel de 8,45%, en sachant qu'il y a eu la crise du Covid entre les deux, donc voilà, c'est vraiment pas mal pour commencer. Ensuite, on reste en Europe, on passe au Stoxx 600 Tech cette fois-ci. Je ne vais pas expliquer à chaque fois, sinon ça va être un peu long. Donc on voit tout de suite ceux qui le composent. De la même manière, c'est un ETF qui est accumulant, et cette fois-ci, c'est les sociétés technologiques à l'intérieur du Stoxx 600, d'accord? Très bien, donc frais de gestion, on est pareil, d'accord? Donc 0,30% annuellement. L'encours sur gestion, il est plus petit, il est d'un peu plus de 183 millions, donc ça va, ça reste liquide. Si vous voulez vendre vos positions, vous pouvez le faire instantanément, il n'y a pas de souci. Sauf si vous voulez poser des millions dessus, mais dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas faire des ETF. Prenez un conseiller financier, ce sera bien plus judicieux. Non pas que les stratégies soient différentes, mais simplement au niveau de la liquidité. Si vous posez quelques millions en 2 secondes, vous allez acheter à peu près tout le marché, donc c'est un peu trop. Voilà. Au niveau de la composition, on a du ASML, donc là, excellent moment en plus pour rentrer, j'ai fait des vidéos dessus, qui représente plus de un quart de l'ETF, donc c'est très bien, parce que c'est une excellente société. Ensuite, on a SAP, donc c'est une des premières KPI européennes, enfin là c'est la première. Éditeur de logiciels, très bonne société également. Et après, d'autres sociétés de la tech, de toute façon, c'est un ETF de la tech, comme on a vu. On va voir un petit peu la répartition par pays. Donc, comme il y a une grosse partie ASML, forcément, il y a une grosse exposition aux Pays-Bas. Mais vu que c'est une excellente société, c'est parfait. Après, Allemagne, France, et après un petit peu de tout. Au niveau des performances sur 10 ans, ça fait à peu près 230%, d'accord, c'est ça, 221%, sachant que ASML a bien chuté récemment, donc voilà, c'est une bonne opportunité, donc ça va remonter. Et ça nous donne un rendement annuel moyen de 12,2% sur les 10 dernières années. Donc voilà, c'est très bien, hein. C'est un petit peu mieux qu'un livret A, ça c'est sûr, avec en plus entre les deux la crise de 2022 qui a fait mal à la tech et la crise de 2020 du Covid également. Donc en ayant mangé 2 crises dans les dents, c'est quand même plutôt un très bon rendement, hein. On passe maintenant au numéro 5, c'est les consommations discrétionnaires. Ce qu'on appelle consommation discrétionnaire, c'est tout simplement ce qui ne sont pas les consommations de base. Donc c'est tout ce qui n'est pas utile à la survie, comme par exemple le luxe ou l'automobile ou ce genre de choses. Et lui, je l'ai choisi particulièrement parce qu'il est très bien exposé pour le luxe. Et il est pareil, hein, encore dans l'Eurostoxx 600. Bon, pour l'instant, il y en a beaucoup dans l'Eurostoxx 600, mais de toute façon, à la base, le PEA, c'est pour les sociétés européennes, mais après, on va diversifier au niveau mondial. C'est juste que là, de toute façon, le luxe, c'est l'Europe, d'accord? D'ailleurs, c'est la France, c'est l'Italie, on va voir ça. Donc, c'est encore dans l'Eurostoxx 600, et cette fois-ci, c'est Consumer Discretionary, le nom de l'indice de référence. On est parti pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit qu'il y a un encours sous gestion qui est plus petit, moins de 100 millions d'euros, d'accord? Donc, on a dit, on ne pose pas plus de 2-3 millions d'un coup. Ensuite, les frais de gestion, toujours 0,30%. C'est toujours des ETF capitalisants, de toute façon à chaque fois j'ai choisi ça. Au niveau de la composition, on a notre cher LVMH, donc première capi mondiale du luxe, Cocorico, 12,39% de la pondération de l'indice, en sachant que LVMH a bien baissé, mais qu'elle est pareil sur un bon moment pour acheter, pour accumuler, donc sur le long terme, bonne opportunité. La pondération risque de réaugmenter au fur et à mesure. Et après on a du L'Oréal, du Realix, du Hermès, du Ferrari. Donc vous voyez qu'on est très exposé luxe. D'ailleurs on voit le secteur, on voit bien de consommation cyclique la plupart du temps. C'est ça qu'on appelle également discrétionnaire, c'est quand c'est cyclique. Parce que quand l'économie va mal, c'est vraiment cette partie-là qui ralentit le plus, en tout cas dans la théorie, parce qu'en fait dans les faits, c'est pas vraiment vrai, notamment pour le luxe, qui ne connaît pas la crise comme on dit, même si en réalité elle la connaît. Et au niveau de la répartition par pays, on a une bonne partie en France, quasiment 34%, ça c'est notamment dû au luxe, LVMH, Hermès, une bonne partie au Royaume-Uni, et ensuite en Allemagne, en Italie, etc., etc. Pareil, il y en a un petit peu de partout, donc c'est bien, pareil, une bonne répartition sur l'Europe. Et au niveau des performances, on n'a pas encore d'historique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup encore d'encours sous gestion, c'est parce que tout simplement on n'a pas assez de recul pour avoir les données, mais si vous faites juste un peu la moyenne du luxe et des entreprises qui sont dedans, ça revient à peu près à la même chose que la tech, que l'ETF juste avant, un peu plus de 10% par an, même du 12%. Il y a des très bonnes performances, notamment d'Hermès, Ferrari et LVMH. Même si LVMH un peu moins ces derniers temps. Mais ça va repartir. Donc avoir du luxe en portefeuille, moi je dis oui. On passe maintenant au 4e. Ça y est, on diversifie un peu niveau mondial. Cette fois-ci, c'est le MSCI Water qui s'appelle Amundi PEA O.
Tout simplement, c'est les meilleures sociétés mondiales qui sont axées gestion de l'eau, gestion de l'environnement. Donc là, à l'inverse du discrétionnaire, l'eau, on en a de plus en plus besoin et il y en a de moins en moins. Donc ça, cet effet rareté, forcément, ça va pousser les prix vers le haut. On voit ce qu'il y a dedans. En cours sous gestion, un peu moins de 110 millions d'euros. Donc c'est pareil, c'est pas énorme non plus. Mais c'est pas rien non plus, hein. C'est pareil, hein. Si vous avez des positions, vous pouvez les vendre instantanément, il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup de liquidité. Ensuite, les frais de gestion à 0,6%. C'est un petit peu plus élevé. C'est des sociétés mondiales. C'est pas que l'Europe, forcément. Il y a plus de frais de gestion, c'est toujours le cas. Si vous voulez avoir moins de frais de gestion, eh ben, il faut investir hors PEA. Mais du coup, vous aurez de la fiscalité. Toujours ETF capitalisant, on est OK. On va voir du coup ce qu'il compose. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de grosse pondération. Vous voyez que c'est à chaque fois des toutes petites pondérations. Et à l'intérieur, il y a 67 sociétés. Donc voilà, si jamais vous voulez, vous pouvez aller sur le site de Amundi, hein, vous tapez l'ISIN que je vous ai donné, et vous téléchargez la composition et vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, par exemple, que vous connaissez, il y a Veolia. Et si vous regardez ma chaîne, il y a aussi Waste Management, d'accord? Et même Waste Connection et Republic Services, parce qu'en fait, quand j'ai analysé Waste Management, j'en ai parlé. Donc ce sont des très bonnes sociétés américaines. D'ailleurs, on va voir au niveau, eh bien, tout simplement de la répartition par pays, on a quand même une grande partie qui est aux États-Unis, donc 64%. Ça, c'est très bien, hein, parce que là, on n'était pas exposé jusqu'à maintenant aux USA, alors que les USA, en bourse, ça représente plus de 60% des montants totaux investis en bourse, hein. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Si vous êtes investisseur et que vous n'avez pas d'USA en portefeuille, je considère que c'est que vous n'avez pas assez d'éducation financière. Et c'est pas un mal puisque vous êtes sur cette chaîne et que ça va changer, je l'espère. Donc après les USA, on a un peu de Royaume-Uni, de Japon, de Suisse, voilà, c'est réparti un petit peu mondialement. On le voit ici, mais bon, grosse pondération USA. Au niveau des performances maintenant, bon là il y a un petit bug technique, mais ça correspond à rien. En vrai, vous n'auriez pas perdu 100% de vos fonds, en plus c'est sur l'indice de référence. Alors, au bout de 10 ans, là ça fait plus 214%. Donc pareil, en plus pas trop de variations, bah, sauf forcément avec le Covid, mais des entreprises qui sont solides, d'accord. Et là, ça fait un rendement annuel moyen de 12,13%. Voilà, on reste encore dans des très bons rendements moyens, hein. Depuis tout à l'heure, on est aux alentours de 10-12%, hein. Et vraiment, en ayant une stratégie diversification, évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce que les 10 dernières années, ça a fait ça que ça va faire ça les 10 prochaines années. Mais dans tous les cas, plus vous avez un horizon de temps d'investissement élevé, et plus vous avez de chances de retrouver cette moyenne. Notamment parce que je vous donne des ETF avec des sociétés de qualité. Ensuite, on diversifie encore au niveau mondial. On va aller chercher l'Asie. L'Asie qui a des très bonnes performances en général, parce que la Chine n'a pas eu de bonnes performances récemment, mais justement, eh bien, c'est intéressant pour moi, je trouve, d'investir dans la Chine, mais pas que, dans toute l'Asie-Pacifique. Donc là, c'est Asie-Pacifique, mais hors Japon, qui est vraiment un cas à part à chaque fois. En plus, il est très surévalué, le marché du Japon, donc je ne vous le propose pas du tout. Et là, on va voir ce qui le compose. Cette fois-ci, on diminue encore les encours sous gestion. C'est généralement le cas dès qu'on sort du S&P 500, de l'ETF World ou du Nasdaq 100, hein. Donc voilà, encours sous gestion 63 millions, mais bon, c'est pareil. Aucun souci pour vous. Frais de gestion 0,6%. Je vous ai dit, dès qu'on s'éloigne un petit peu de l'Europe, ça coûte plus cher. Et d'ailleurs, c'est pas très cher parce que déjà, on peut pas investir dans des sociétés en direct en Inde, par exemple, ni dans d'autres pays d'Asie-Pacifique. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Pareil, toujours capitalisant au niveau des dividendes. Et on va aller voir ce qui le compose. La première, c'est Taiwan Semiconductor. Donc c'est eux qui font à chaque fois physiquement les gravures des puces. Donc pour la tech, ça passe quasiment tout par eux. C'est eux qui gravent par exemple avec la technologie de Nvidia et avec des machines qui ont été brevetées par ASML. Vous voyez un peu, tout est lié. Après, il y a d'autres sociétés comme Samsung par exemple ou Alibaba que vous connaissez sans doute. On va aller voir ce qu'ils composent. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a de la finance, de la technologie, du cyclique. Là, c'est vraiment diversifié à l'intérieur de l'ETF. Et au niveau de la répartition par pays, on est à 26% en Chine. Donc ça, c'est très bien parce que la Chine, elle a pris très cher. Mais elle fait pas mal de plans de relance et quand même, c'est la deuxième économie mondiale et elle n'est pas prête d'être troisième. Donc c'est très bien d'avoir au moins un quart là, de cet ETF qui est en Chine, et à mon avis ça va bien repartir. Alors pas forcément le mois prochain, hein, ça va prendre quelques mois, peut-être même quelques années. On est dans l'investissement, rappelez-vous, horizon long terme. Et là on a un peu de Taïwan, on a un peu d'Inde, un peu de poulet, c'est marrant, un peu d'Australie, un peu de Corée du Sud, un peu de tout quoi. Au niveau des performances, alors cette fois-ci, là elles sont moins bonnes, mais notamment parce que la Chine a eu des performances un peu plus médiocres, justement. Elle a eu de très bonnes performances avant, et là elle a bien baissé, mais justement, moi je trouve ça intéressant, parce que ça fait des meilleurs prix d'achat pour le futur. Là, sur 10 ans, on a 86%, d'accord, de rendement, donc ce qui est déjà pas négligeable, hein. Et d'ailleurs, ça fait un rendement annuel de 6,4%.
Vous voyez que quand les frais sont à 0,6, forcément c'est plus rongé. Et donc le rendement annuel de l'indice de référence, il est à 7,25%. Mais bon, là on peut pas l'avoir de toute façon, je vous l'ai dit, on peut pas investir en direct. On passe maintenant au numéro 2. Bon voilà, le Nasdaq 100, je suis obligé de le mettre à l'intérieur. Forcément, là on est 100% US. C'est les 100 meilleures entreprises de croissance américaine de la bourse du Nasdaq. Donc c'est pareil, vous êtes obligé d'avoir ça en portefeuille si vous voulez vraiment avoir de la performance. C'est là où on a Microsoft, Google, Amazon, Tesla, Nvidia, bref. Tout ça, tout ce que vous connaissez et tout ce que vous utilisez au quotidien sans même forcément le savoir, ça se retrouve dans le Nasdaq 100. Et là, avec la méga trend de l'intelligence artificielle qui n'est qu'au début, eh ben franchement, ça va encore plus exploser à mon avis. Même si c'est beaucoup plus volatile, il y a beaucoup plus de variations à l'intérieur. Vous pouvez prendre des moins 30, moins 40, moins 50% sur cet indice. C'est beaucoup plus volatile qu'un MSCI ou Water par exemple. On voit ce qu'il y a dedans. Au niveau de l'encours, 444 millions. Donc là, ça remonte un petit peu. Forcément, il y a beaucoup de gens qui s'exposent au Nasdaq 100. Alors, souvent aussi avec le BNP, par contre, cette fois-ci, il faudrait regarder les frais de gestion, j'ai pas comparé. Et ça varie des fois, donc ça dépend. Donc, frais de gestion 0,3%, donc c'est moins cette fois-ci que les autres qui étaient à 0,6. Et vous vous demandez d'ailleurs peut-être pourquoi est-ce qu'on peut investir dans des entreprises américaines alors que c'est une enveloppe fiscale qui est réservée normalement aux entreprises européennes. Et bah, c'est tout simplement parce qu'en fait, là, vous investissez pas dans le Nasdaq 100 directement, vous investissez dans Amundi qui a investi pour vous. Et en fait, là, du coup, en passant par Amundi, et ben les frais de gestion, ça revient à Amundi. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent d'autres actions que celles du Nasdaq 100. C'est un peu complexe, ça s'appelle un mécanisme de swap. Swap qui veut dire échange. Et en gros, ils recréent la performance du Nasdaq 100. C'est tout ce qu'il faut se rappeler, c'est que, en gros, à la fin, vous avez la performance du Nasdaq 100. Peu importe comment c'est fait, ça vous intéresse pas. Tant qu'à la fin, c'est la même chose. Et qu'il n'y a pas de risque. Il y a un mini-risque qui s'appelle le risque de contrepartie. Mais bon, ça s'est jamais vu et ça m'étonnerait. Et à mon avis, les fonds sont garantis. On voit ça à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tout simplement, c'est rangé à chaque fois d'ailleurs la pondération par la taille des entreprises. Là, c'est la taille des entreprises dans l'indice. C'est rangé par capitalisation boursière. En fait, là, tout simplement, c'est la capi de l'entreprise sur la capi totale, c'est-à-dire la Apple, c'est la première capitalisation mondiale aujourd'hui. C'est pas le cas tous les jours, parce qu'il y a Nvidia qui est dans la bataille, il y a Microsoft aussi qui est un petit peu repassé derrière là, mais qui à mon avis pour le futur va repasser devant et de loin. Après on a du Broadcom, donc c'est pareil, là on est dans les puces, du Meta, donc Facebook, Instagram, Trade et tout ça, Amazon, Tesla, et voilà c'est pareil, je vais pas toutes les faire, il y en a 101, comme ça s'appelle le Nasdaq 100, c'est pas pour rien. Et la plupart sont quand même dans la technologie de l'information et services de communication. Tout simplement, c'est essentiellement de la tech, puisque les 7 magnifiques, les 7 plus grosses entreprises américaines mondiales, eh bien, sont quasiment toutes de la tech. Bon, Tesla, c'est pas vraiment de la tech, mais c'est classifié un peu comme de la tech. Et je pense qu'ils vont très vite partir des 7 magnifiques, mais ça, c'est autre chose. Bon, voilà, cette fois-ci, pas de diversification au niveau géographique, c'est 100% USA. Mais bon, c'est quand même bien d'avoir plus de pondération US dans votre portefeuille global. Au niveau des performances, j'ai failli oublier. Bon, bah là, c'est bien supérieur. Et encore, à mon avis, ça ne fait que commencer parce qu'il y a la bulle IA qui va encore exploser. Le TF en disant 558% de performance, d'accord. Ce qui est pas trop mal, surtout après la crise de 2022, et ça fait, eh bien, une performance annuelle de l'ETF de 20,72%. Ok, donc ça, c'est plutôt pas mal, non? Un petit peu plus qu'un livret A, c'est pareil. Après, il faut voir qu'il y a eu quand même des grosses chutes, que la vie n'est pas un long fleuve tranquille quand on investit dans ce genre de société, mais évidemment, à chaque fois, eh ben, il faut voir que si on est capable d'assumer les variations, d'assumer la volatilité, eh bien, c'est ça qui paye à chaque fois. Surtout que là, l'indice du Nasdaq 100, eh ben, tout simplement, il bouge. C'est-à-dire que si les entreprises deviennent mauvaises, elles sortent du Nasdaq 100 et il y en a d'autres qui les remplacent, qui sont plus performantes. Et on passe au numéro 1, qui n'est pas du tout celui qui a eu la meilleure performance sur les 10 dernières années, mais par contre, qui est en pleine croissance aujourd'hui, c'est le MSCI India. L'Inde, tout simplement, qui est vraiment en pleine expansion et qui a une croissance démographique qui est très bonne. Ça joue énormément pour l'économie. Et ils bossent, tout simplement, ça joue aussi pour l'économie. D'ailleurs, c'est dommage qu'on puisse pas investir en direct dans les sociétés indiennes parce qu'elles ont eu des croissances certaines qui sont vraiment de malades. On voit ça. Alors, l'encours sous gestion, il est à 94 millions, et cette fois-ci, c'est encore plus cher, c'est quasiment 1% de frais, 0,85% de frais, mais comme je vous ai dit, de toute façon, on ne peut pas avoir de l'Inde sans passer par un ETF, donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Après, ça peut coûter moins cher hors PEA, mais c'est toujours pareil, vous payez la fiscalité. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Vous ne connaissez pas forcément. Reliance, peut-être que si vous connaissez, parce que j'en ai parlé quand j'ai analysé Total, donc Reliance, c'est du pétrole.
une grosse pétrolière qui a une excellente croissance. Infosys et Tata, c'est deux entreprises d'informatique qui sont aussi géantes. Et après, il y a pas mal de sociétés financières et d'industrie. Donc, au niveau de la répartition par secteur, comme ça c'est plus facile à voir parce que par pays, c'est l'Inde, tout simplement. On a de la finance, du cyclique, de la technologie de l'information, de l'industrie. Vous voyez que c'est bien réparti aussi. Vous avez un petit peu de tout. Vous avez un peu un panel de toutes les sociétés. Il y a une belle diversification à l'intérieur, en sachant qu'il y a 151 sociétés. Donc vraiment, belle diversification. Au niveau des performances, on est sur du 156%. Et vous voyez que c'est bien rangé par rapport à l'indice de référence qui serait à 201%. Là, on voit l'importance d'avoir des frais bas à chaque fois. Mais comme d'hab, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et au niveau des performances de 10 ans, donc c'est quand même pas mal, c'est quasiment 10%, 9,85%, mais notamment parce que les 5 dernières années, on est quasiment à 14%, voilà, il y a vraiment une montée, et une très belle montée d'ailleurs. L'Inde qui n'est pas prête de s'arrêter, à mon avis, dans sa croissance, ce n'est que le début. Évidemment, il y aura toujours des hauts et des bas, ça va pas monter en ligne droite, c'est pas mal corrélé aussi au marché américain, quand on regarde les courbes, un petit peu les variations, c'est un petit peu pareil. De toute façon, c'est la masse monétaire mondiale qui joue énormément. C'est la liquidité globale qui va vraiment gonfler les marchés actions. Pour qu'il y ait plus d'argent, il faut qu'il y ait plus d'argent, c'est la base. Mais là, on s'en fout, c'est pas le but de la vidéo. Alors, on est parti sur le bonus, qui est pas vraiment un bonus. Mais c'est tout simplement si vous voulez investir dans un seul ETF. Et là, je vous conseille pas de passer par Fortuneo, mais je vous conseille de passer par Boursorama Bank, enfin Boursobank. Petit QR code juste ici, si jamais. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont un partenariat avec iShares. Donc iShares, c'est BlackRock, plus grand gestionnaire de fonds mondial. Et ce qui vous permet de pas avoir de frais d'entrée ni de sortie sur certains ETF, sur les ETF Bourse Market. Et là, en l'occurrence, il y en a un, donc le MSCI World, qui reprend un panel de toutes les sociétés mondiales, mais on va quand même regarder ce qu'il y a dedans, et sa performance. Ça, c'est vraiment à prendre si vous ne prenez pas les 7 autres, sinon ça n'a pas d'intérêt. Mais si vous en voulez qu'un et que vous voulez être réparti sur le monde, c'est celui-là qu'il faudra prendre. On voit ça à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Alors déjà, avant d'analyser, parce que je vais le faire sous Amundi comme l'autre, on voit que c'est celui-là, on voit que ça fait le produit Bourse Market, donc voilà, vous n'avez pas de commission. On voit qu'il est bien éligible PEA, de toute façon, c'est dans son nom. Et c'était juste pour vous montrer aussi les frais de gestion maximum, c'est 0,25% annuel. Pour regarder chez Amundi, vous voyez la différence, c'est que là, il y a 4,4 milliards d'encours sous gestion, mais je ne vous le propose pas chez Amundi parce qu'il est plus cher, vous avez vu, 0,38% de frais de gestion, alors que l'autre est à 0,25 et sans frais d'entrée ni de sortie. C'est pour ça que si vous voulez juste faire ça, je vous conseille Boursobank. Ensuite, qu'est-ce qu'il compose? À l'intérieur, vous allez avoir du Apple, Nvidia, Microsoft. En fait, c'est tout simplement parce que c'est pareil, c'est pondéré par capitalisation boursière. Donc forcément, à chaque fois, ça prend une grosse part parce que c'est des énormes capitalisations. Là, on est à plus de 3000 milliards de capitalisation sur Apple, Nvidia et Microsoft. Donc voilà, c'est monstrueux. Donc globalement, au début, c'est le Nasdaq 100 ou le S&P 500 d'ailleurs, c'est pareil pour le début. On a un petit Eli Lilly qui apparaît ici, donc c'est dans la santé. On va regarder un petit peu ça. Voilà, donc il y a un petit peu de tout, technologie de l'information, finance, santé, industrie, il y a vraiment un petit peu de tout, bien qu'il y ait quand même pas mal de tech, 25% de tech. Et au niveau de la pondération, aujourd'hui on est à 72% aux US, tout simplement parce que les US là, ils ont pris pas mal de capitalisation pendant que l'Europe en perdait et la Chine aussi. Donc forcément, c'est revenu les capitaux aux US, mais bon, ça va se répartir au fur et à mesure. Mais vous voyez qu'un ETF monde avec 72%, quasi 73% aux US, c'est pas vraiment le monde. Mais par contre, c'est vraiment le monde boursier. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a énormément de capis aux US. Ce ne sera pas forcément tout le temps le cas. Et c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant vraiment de diversifier avec plusieurs ETF pour répartir le risque. Et ensuite, au niveau des performances, là, en 10 ans, on serait à 220%, ce qui est très bien, et ça fait une performance moyenne de 12,44%, ce qui correspond à peu près à la moyenne de tout ce que je vous ai montré. Mais par contre, là, la différence, c'est que si les USA, ils se cassent un peu la gueule, votre investissement, il va être bien plus impacté que si vous avez des actions mondiales, si vous avez de l'Inde, de l'Asie-Pacifique, de l'Europe. Surtout qu'en ce moment, l'Europe est beaucoup moins chère, l'Asie-Pacifique aussi, et les US sont très chers. Donc voilà, il va y avoir un rééquilibrage à un moment, je ne sais pas quand. Donc c'est pas mal d'être un peu plus diversifié. Évidemment, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi s'il y en a déjà des ETF que vous avez dans votre PEA. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos. J'en ai plein. On parle ici finance, investissement. Donc faites-vous plaisir. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu. Et allez vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, à plus.